Bonsoir. Donc avec Barbara, on a choisi de vous parler des monnaies virtuelles. Alors avant d'évoquer les monnaies virtuelles, avant d'évoquer tout ce qui s'est passé en 2013, il faut revenir aux sources. Il faut revenir aux sources et revenir il y a très longtemps. Pensons à nos cours d'histoire. Pensons à nos cours d'histoire et pensons tout de suite quand on était... Ah, ça a coupé, évidemment. J'ai coupé, c'est le bug, mais c'est bien, voilà. Non, bon. Alors je disais, pensons à nos cours d'histoire, comme ça c'est plus simple. Et pensons qu'on apprenait, quand on est dans le cadre de nos cours d'histoire, que le roi avait le pouvoir de battre la monnaie. Donc la monnaie est l'incontestance du pouvoir régalien et la quintessence du monopole étatique. Alors on va parler de monnaie électronique, de monnaie virtuelle, mais avant toute chose, la monnaie. La monnaie, c'est une valeur d'échange, une valeur de commerce, une valeur de monopole et de monopole des banques centrales. Sans monnaie, il n'y a pas de transaction, il n'y a pas d'économie. Cette unité de compte est importante. Cette unité de compte, ces valeurs, ces échanges font partie de la réglementation, font partie du code monétaire et financier. C'est une réglementation qui n'est pas que nationale. Maintenant, il y a les banques centrales européennes, il y a aussi les directives monnaie électronique, leurs transpositions qui ont eu lieu en l'année 2013. Donc, la monnaie, on sait ce que c'est, qu'elle soit fiduciaire, scripturale, unité de change. On sait ce que c'est aussi maintenant la monnaie électronique. Donc la monnaie électronique, c'est une valeur monétaire d'échange qui est stockée sur une forme électronique. Cette forme électronique est multiple, variée, diversifiée. Oui, donc on connaît tous la monnaie électronique. Finalement, on l'utilise assez souvent sous forme de coupons, cartes prépayées, etc. Donc là, encore une fois, on a une monnaie qui n'est pas du tout indépendante, donc qui est simplement un moyen d'échange. Donc c'est une créance qu'on a sur la personne qui émet ce coupon. Donc on a encore une fois une monnaie qui est vraiment adossée à la monnaie traditionnelle. On a aussi les monnaies qui sont utilisées dans les jeux vidéo. Et ces monnaies aussi, qui n'ont cours et qui n'ont de valeur qu'au sein du jeu vidéo, sont encore une fois adossées en entrée et en sortie sur de la monnaie réelle. Donc j'ai une valeur que je peux échanger, qui est reconnue par les États, par un monopole. Mais la monnaie virtuelle, c'est quoi exactement? On vient de le dire, la monnaie est reconnue par le cadre juridique. La monnaie électronique est reconnue par un cadre réglementaire, mais actuellement pas la monnaie virtuelle. Et en droit, les mots, comme vous le savez, sont extrêmement importants. La monnaie virtuelle, depuis quelques années, et pas seulement depuis 2013, a donné lieu à de nombreux rapports. Alors c'est vrai, tout au cours de l'année 2013, il y a eu une évolution. Il y a eu une prise de conscience, on le verra après, des autorités, des réflexions et un positionnement. Une prise de conscience déjà par les banques centrales européennes, qui ont décidé que les monnaies virtuelles, dans le cadre de rapports, pour l'instant, n'étaient pas régulées. Ça, il n'y avait pas de contrôle en tant que tel. Il fallait les mettre en place. Il fallait organiser la communauté virtuelle. Autre chose aussi, et très importante position, et on verra un petit peu les antagonismes entre l'Europe et les États-Unis, la position du Bureau du Trésor, du Financial Crimes Enforcement Network. C'est l'équivalent de TRACFIN, qui a publié le 18 mars 2013 une analyse relative aux monnaies virtuelles. Cette analyse, elle dit quoi? Elle reconnaît que c'est un moyen d'échange, ça c'est très important, mais, et on le voit, où il n'y a pas de réelle valeur. C'est extrêmement important. Donc ça, c'est la position américaine de ce qui a l'équivalent de TRACFIN. En revanche, on parle de monnaie virtuelle, mais il y a surtout des monnaies virtuelles. Oui, donc il y a plusieurs types de monnaies virtuelles, et au sein de ces monnaies virtuelles, on a ce qu'on appelle des crypto-monnaies. Donc on va les distinguer des monnaies virtuelles comme Liberty Reserve. Pourquoi? Parce que ces monnaies-là ne sont pas du tout, pour l'instant en tout cas, ne sont pas adossées au dollar, ne dépendent pas du dollar ni d'une quelconque autre devise nationale. Elles sont tout simplement caractérisées par la démarche de création, la véritable démarche de création monétaire qui leur est associée. Donc par exemple, pour Bitcoin, on a une monnaie qui est générée par la résolution d'algorithmes cryptographiques. Donc ce qu'on appelle la résolution de blocs de calcul, bref on rentrera dans le détail plus tard, et donc cette monnaie a une valeur en elle-même parce qu'on lui accorde une certaine confiance et parce qu'elle est générée par cette démarche spécifique
de résolution de blocs de calcul cryptographiques. Donc contrairement à Liberty Reserve, où on a clairement un fonds, donc une quantité de dollars qui est assignée à permettre de créer une monnaie virtuelle. Donc là, on a vraiment une monnaie indépendante du système financier classique. Alors, avant de rentrer un peu plus avant dans Bitcoin, dans cette crypto-monnaie, l'année 2013 a mis en exergue, a mis en lumière, on va dire, la face noire. Parce qu'on en a parlé dans le début des présentations, on a parlé des différents scandales. On a parlé évidemment de Liberty Reserve, qui a donné lieu quand même à une coopération judiciaire internationale, ça qu'on vient de le noter, pour faire chuter Liberty Reserve. Ça a donné lieu à Silk Road, ça a donné lieu aussi à des places de marché, à des fermetures qui sont réouvertes automatiquement, mais à des échanges qui ont mis quoi en valeur? Le côté blanchiment, le côté, on va dire, malveillant, et le côté, on va dire, noir, que ce soit dans le deep internet ou autre, de ces monnaies virtuelles. Mais on va essayer d'aller au-delà de ce côté noir, de ce côté blanchiment, pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière Bitcoin, comment Bitcoin fonctionne et pourquoi cette monnaie est plébiscitée. Donc, Bitcoin, pourquoi on parle de Bitcoin? Parce que cette année qui a été l'année des monnaies virtuelles, parce que comme Garand vient de le dire, il y a eu plein d'affaires qui ont été caractérisées par l'omniprésence des monnaies virtuelles. Au sein de ces affaires, on retrouve un élément commun, Bitcoin. Donc, au départ, on avait dit que c'était Perfect Money qui avait pris la main sur Liberty Reserve. En analysant une cinquantaine de black market sur Internet, on réalise qu'en fait, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Perfect Money n'a pas remplacé Liberty Reserve. Les cybercriminels sont complètement fanats de Bitcoin, sous certaines réserves, mais on retrouve quand même 90% de ces black markets. Donc que ce soit des forums ou des shops, on a les administrateurs de ces forums ou de ces shops qui disent surtout n'allez pas sur Perfect Money parce que Perfect Money ferme les comptes, parce que Perfect Money vous fera perdre vos fonds, etc. Allez sur Bitcoin, c'est beaucoup plus sûr. Pour certaines raisons, donc ça on le verra. Bitcoin est Tor, pourquoi cette capture? Parce que finalement, certains disent que c'est l'équipe parfaite, c'est le cocktail parfait. On a Bitcoin sur Tor, on a un anonymat qui est considéré par certains comme maximal, mais on le verra que ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, qu'est-ce que Bitcoin? Bitcoin, c'est une monnaie, donc une crypto-monnaie, comme je vous l'ai déjà expliqué. Une crypto-monnaie qui se caractérise par, d'une part, la façon dont elle est créée, dont elle est générée, donc par le minage. Le minage qui permet, grâce à la résolution de cet algorithme cryptographique, de récupérer des bitcoins par intermédiaire de récompenses à chaque résolution de bloc de calcul. Donc le minage, qui est de plus en plus compliqué aujourd'hui. Pourquoi? Parce que finalement, il devient très difficile de récupérer un bitcoin. Certains vont préférer en acheter pour pouvoir bénéficier des caractéristiques de bitcoin. Pourquoi bitcoin est une monnaie anonyme? Parce que pourquoi? Parce que c'est à cause de ce qu'on appelle la blockchain. Le blockchain qui est un registre qui va enregistrer toutes les transactions. Pourquoi ces transactions sont enregistrées? Tout simplement parce que l'idée d'une monnaie totalement décentralisée et hors du système n'est pas neuve, mais on avait besoin d'un outil pour assurer la confiance et assurer qu'un seul et même bitcoin ne soit pas dépensé plusieurs fois. Donc ça, c'était la faille de cette idée d'une monnaie totalement décorrélée du système classique. Alors, l'outil pour ça, c'est le blockchain qui va récupérer toutes les transactions. Donc, Bitcoin est anonyme. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement des transactions qui se font d'adresse à adresse, des adresses qui sont complètement anonymes. On n'a pas besoin d'enregistrer son identité, etc. pour posséder des bitcoins, pour avoir un porte-monnaie bitcoin, pour échanger des bitcoins, acheter et vendre en bitcoin. Alors, anonyme, mais je dirais traçable. C'est ça. Alors, c'est aussi souvent un piège. Alors, piège parce qu'on dit l'anonymat, Bitcoin est anonyme ou autre. Attention, comme Barbara vient de vous expliquer, les blockchains, ces registres, vont permettre de conserver des traces et vont permettre, le cas échéant, à des services de police de pouvoir les remonter. Donc, cet anonymat est limité. N'empêche pas la traçabilité, n'empêche pas qu'on va pouvoir remonter en cas de besoin. Et
pour pallier cette faille, parce que les cybercriminels, on le voit sur les forums, disent que finalement ce n'est pas si intéressant que ça et qu'il faut se prémunir, il faut se protéger, ces cybercriminels vont faire appel à des outils de blanchiment de Bitcoin. Donc là, on le voit sur le schéma, c'est le schéma de la transaction utilisée par le cybercriminel qui voudra maximiser son anonymat. Donc on a un cybercriminel qui va utiliser plusieurs clés publiques uniques, donc qui va générer plusieurs clés publiques plutôt que d'avoir une seule clé publique. Pourquoi? Parce qu'il deviendrait ainsi facilement traçable. Une clé publique par transaction. Ensuite, ce cybercriminel pourra faire appel à un escroc, donc c'est un intermédiaire de confiance. Cet intermédiaire de confiance qui peut constituer un point de vulnérabilité, parce qu'on ne sait pas de qui il s'agit en général. Cet intermédiaire de confiance qui renverra les fonds au vendeur, qui lui ensuite pourra faire appel à un service de blanchiment. Donc parfois l'intermédiaire de confiance peut être aussi un service de blanchiment. Ce service de blanchiment est également un point de vulnérabilité. On voit l'exemple en dessous avec Onion Wallet qui propose des services de blanchiment mais qui est en fait un scam, donc qui va récupérer les fonds des cybercriminels. Donc, face à ça, certains ont anticipé les choses et on voit un peu des perspectives de la monnaie Bitcoin se dessiner. Certains ont voulu tout simplement upgrader Bitcoin, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il s'agit là de lignes de code. Et on voit apparaître ZeroCoin. ZeroCoin, qui est finalement un outil qui pourrait être un plugin, donc un add-on qu'on adosserait à Bitcoin, soit une monnaie alternative dédiée, donc propre. Et aujourd'hui, on voit qu'elle tend à se développer comme étant une monnaie alternative propre, donc à l'image de Litecoin et de tous les clones de Bitcoin, etc. Donc ZeroCoin, l'objectif de ZeroCoin, c'est quoi? C'est de chiffrer toutes ces transactions, d'éviter la blockchain. Et là, si on évite la blockchain, s'il n'y a plus de blockchain, on est dans une transaction complètement anonyme. Et là, on règle l'un des principaux problèmes de Bitcoin, qui est cette absence d'anonymat. Ensuite, Bitcoin, de par le procédé de création monétaire, est totalement décorrélé d'économie réelle et convertible en dollars. Donc là, on a deux autres caractéristiques qui vont plaire aux cybercriminels. Donc totalement décorrélé d'économie réelle. Pourquoi? Parce que là, on voit au milieu le schéma classique de la monnaie virtuelle. Donc c'est un schéma qu'on avait repris déjà en 2011, qui reprend la monnaie réelle, ensuite le passage du réel au virtuel avec les cartes prépayées, etc. Et ensuite l'achat auprès de ces échangeurs de monnaie virtuelle telles que Liberty Reserve, etc. ou Perfect Money. Et ensuite, on réalise ces transactions et on repasse par des mules des intermédiaires et on va blanchir ces fonds. Avec Bitcoin, on se retrouve tout en haut à gauche. Donc là, on est complètement hors du système. Donc on est susceptible de créer sa propre monnaie, ou on peut en acheter. Donc là, encore une fois, on n'a pas encore eu besoin de dollars. Sauf si on en achète, on peut en acheter à partir d'autres monnaies virtuelles. Donc on peut déjà, à partir de là, brouiller les pistes. Ensuite, on va réaliser ces transactions sur les black markets. On veut blanchir ou pas, ça c'est à voir. Et ensuite, on pourra directement passer à l'achat de biens. Pourquoi? Parce que Bitcoin est une monnaie finalement légitime, acceptée par certains, il n'y a aucun problème, et les marchands, les commerçants acceptent les bitcoins. Du coup, on n'a même plus besoin parfois de passer par le blanchiment ou par des mules pour pouvoir acheter les bitcoins, enfin acheter avec des bitcoins. Alors, c'est une monnaie actuellement qui pose énormément de questions, les monnaies virtuelles par l'intermédiaire de Bitcoin. Les États se sont saisis de la question à différents points de vue. Déjà parce qu'il y a un statut juridique incertain, comme on a vu. Anonymat, traçabilité, décentralisation, peer-to-peer et une création monétaire d'une création de la valeur. Cette création de la valeur est d'autant plus actuellement acceptée et devient acceptée par des commerçants. Donc on est face à une réalité qui est que comment les États vont devoir se positionner. Les États vont se positionner par la mise en place d'une nécessaire réglementation. Réglementation qu'on va voir qui va pouvoir être d'une différente manière. Alors, les premiers qui se sont positionnés aussi sur une réglementation, ça a été les États-Unis. Les États-Unis, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, de la lutte contre les fraudes, dans le cadre de la mise en application aussi du Patriot Act, ont autorisé, le 13 août dernier, ont accordé une licence de monnaie service business à une place de marché qui traite des bitcoins. Donc ce n'est pas une reconnaissance de la monnaie en tant que telle, c'est une reconnaissance de l'activité de transfert de fonds. Ce sont deux choses distinctes, mais qui deviennent actuellement une réalité. C'est-à-dire, on commence à reconnaître l'activité de transfert de fonds. On n'a pas reconnu la monnaie, on ne la reconnaît pas, puisqu'actuellement,
Le contrôle des places de marché en France et en Europe se fait dans un cadre réglementaire extrêmement limité et encadré. Donc ce sont le Code de réglementation monétaire et financier qui met en place ces dispositions. C'est-à-dire qu'il faut être reconnu, il faut passer dans le cadre de cette réglementation et avoir un agrément d'activité de transfert de fonds. Pour l'instant, ce n'est pas autorisé en France et en Europe. Mais la réflexion est là. La réflexion est là et c'est une réflexion qui va s'intensifier en 2014 parce qu'on est face à une réalité économique. On est face à une réalité économique qui n'échappe pas à la Banque de France. Donc la Banque de France, le 5 décembre dernier, a sorti une note sur les dangers liés au développement des monnaies virtuelles. Dans le cadre de cette note, la Banque de France dit d'une manière très explicite que le Bitcoin ne peut pas être reconnu comme une monnaie ayant un cours légal dans la mesure où elle ne peut pas être acceptée ni échangée. On peut la refuser. Donc c'est encore une fois la caractéristique de la monnaie, le monopole, l'échange, la reconnaissance, le caractère monopolistique. Et il n'y a pas de garantie légale. Mais l'évolution est en cours. Là, c'est la position de la Banque de France. La position américaine, comme vous voyez, est différente. Donc, nous arrivons actuellement à des paradoxes ou un paradigme. C'est-à-dire comment faire face à des plateformes qui sont agréées et qui reconnaissent l'achat et la vente, le cas échéant, de Bitcoin, et comment faire face à une absence de réglementation, une absence de qualification de cette monnaie virtuelle. Actuellement, nous avons vu que cette monnaie virtuelle bénéficie à des cybercriminels, bénéficie à des blanchiments, a fait l'objet de mesures de police internationales sur différentes places de marché, a fait l'objet aussi de ventes, de vols. Il faut savoir que l'année 2013 a vu le cours du Bitcoin fluctuer au fur et à mesure, on va dire, des opérations. Donc, pas de valeur tracée. Donc, il faut rassurer. Pour que la monnaie devienne une réalité, devienne un instrument d'échange, il faut qu'il y ait cette confiance. Et tout l'enjeu de 2014 et des années suivantes va être de comment créer la confiance. Cette confiance dont on a tous besoin pour faire du commerce et pour avoir l'activité reconnue. Donc cette confiance va se créer de différents moyens. Il va y avoir les pistes, l'interdiction. Est-ce possible d'interdire? Est-ce possible de fermer? Ou est-ce qu'on ne va pas se heurter à d'autres activités malveillantes? La totale déréglementation, dérégulation. Je fais l'excès inverse. Je dérégule. Est-ce que je ne fais pas aussi, soit dans l'interdiction, soit en dérégulant, des freins à l'innovation? Ou est-ce qu'il n'y a pas une voie médiane avec l'autorégulation? Donc, pourquoi autorégulation? Parce qu'on voit que finalement, les monnaies virtuelles semblent un peu victimes des cybercriminels. Pourquoi victimes des cybercriminels? Sur deux points. Premier point, parce que quand on a un porte-monnaie Bitcoin, on peut facilement se faire pirater. Et donc, c'est un fait qui vient altérer la confiance qu'on porte dans la monnaie Bitcoin. Et si c'est une monnaie si vulnérable, qui peut être touchée par botnet, etc., on n'a pas envie d'investir des fonds, sachant qu'un Bitcoin vaut aujourd'hui très cher. On se dit que ce n'est pas une valeur si fiable que ça, et ce n'est pas une valeur qui a un caractère de refuge face à un refus d'État, parce que finalement, c'est un peu l'idéal techno-libertaire qui anime Bitcoin. Deuxième raison pour laquelle Bitcoin est victime des cybercriminels, c'est l'usage qui en est fait. Donc aujourd'hui, Bitcoin fait la une des journaux parce que les cybercriminels et les criminels en général l'utilisent, parce que c'est une monnaie qui correspond à ce dont ils ont besoin au niveau de l'anonymat, etc., on l'a vu. Et du coup, ça porte atteinte à la fiabilité de la monnaie, encore une fois à la confiance de la monnaie et à la pérennité de la monnaie. On a, par exemple, la Digital Asset Transfer Authority, la DATA, qui a été créée par des échangeurs, des personnes qui traitent de Bitcoin, qui vendent et qui achètent des Bitcoins. Ces personnes ont pour objectif d'appliquer de façon délibérée tout ce qui est contrôle anti-blanchiment, contrôle de la monnaie, de l'utilisation illicite éventuelle de la monnaie, etc. Donc en développant des bonnes pratiques. Donc là, on est dans une démarche d'autorégulation. On reste dans cet idéal d'une monnaie hors du système, donc qui finalement n'est pas sous la coupe de l'État. On reste dans un idéal techno-libertaire, mais avec une monnaie qui va gagner en confiance, loin de la cybercriminalité. Donc tout l'enjeu 2014, instaurer la confiance.
Voilà.